Bonjour, Vous allez bien? très très bien. Impeccable. Vous êtes là dans le cadre donc, des Franco littéraires de La Rochelle et donc aussi dans le cadre de votre livre autobiographique. Pardon. Pourquoi vous avez écrit ce livre? C'est une demande d'un éditeur qui habite Toulouse, de la ville où je vis, qui s'appelle les éditions Privat, qui est un bel éditeur français qui fait des choses très intéressantes. Et je me suis dit que c'était le moment, avec l'aide d'un journaliste qui s'appelle Pascal Alquier, de compiler avec un faux abécédaire qu'on a enlevé après, une sorte de parcours socio-historique autour des années 80, de faire vivre à peut-être des jeunes musiciens, que j'en vois beaucoup en tournée, qui viennent me voir, on peut ceux qui s'intéressent à la musique électronique, les boîtes à rythme, au synthé, voilà, faire vivre un peu ce qu'a été la révolution des années 80 au niveau des médias, au niveau du côté culturel, de la sociologie aussi, voilà. Et on suit le parcours d'un musicien qui est moi évidemment, mais qui vient d'un milieu assez modeste. Et puis on va me voir rentrer dans ce métier avec des hauts, puis après des bas. Et puis ensuite rebondir avec de la production jusqu'à la tournée Star 80. Voilà, c'est un parcours de vie, mais on peut très bien habiter Rouen ou être ou à Lille Ouais. et trouver un intérêt à ce récit qui est pas que sur moi, qui est autour de moi et de la musique qui se passe à ce moment-là. L'éclosion évidemment de Jaja Goldman, toute cette période incroyable, Canal+, l'arrivée des radios libres, etc. Oui, on va en venir justement de vos hits comme Macumba ou Oui. Disparu jusqu'à Star 80. Juste pour revenir sur ce livre, est-ce que c'est plus compliqué d'écrire un bouquin comme celui que vous avez écrit ou co-écrit qu'une chanson comme Macumba? J'ai vu en regardant un petit peu vos dernières activités Oui. que vous l'avez écrit rapidement en fait finalement Oui, Macumba. bah oui, une C'est chanson. quoi la différence entre une chanson comme Là, ça et par un livre? exemple, le livre, ça a été agréable parce que j'avais envie, comme j'ai des enfants, de revenir un peu sur quand mon père était orphelin, de revenir un peu sur mon passé que j'ai longtemps occulté. J'ai perdu ma mère jeune d'une crise d'asthme un peu accidentelle aussi, donc je suis orphelin depuis l'âge de 20 ans, ce qui est quand même un peu jeune. Et donc du coup j'avais envie, parce que j'ai 3 enfants en fait, de laisser peut-être aussi C'était le moment de le faire. Je suis à un moment où évidemment il y a cette tournée qui marche très très fort, où une nouvelle génération s'intéresse à ça. Je sais que ça ne va pas durer 10 ans. Donc c'était un peu le moment où je trouvais que j'avais envie de rassembler des dossiers que souvent même moi j'occultais. Même des fois la perte du succès, on l'occulte, on dit oui mais bon. Et là j'avais envie vraiment de... Oui, c'est une sorte de psychothérapie que j'ai faite dans le bus de la tournée d'ailleurs, puisqu'avec un iPhone, je me racontais, après je corrigeais, et Pascal Alquier a été très très utile pour ça, pour mettre un peu mieux en forme ce que je racontais. Et on est arrivé à ce format un peu particulier, c'est un faux abécédaire, où chaque chapitre est un titre d'un tube des années 80, qui explique un peu ce qui va se passer après. Par exemple, l'un des protagonistes de ce festival, Didier Varro, que j'ai très bien connu maintenant, qui est patron des musiques à Radio France, ses partenaires particuliers. Vous voyez, voilà, je cherche chaque fois quelque chose qui correspond à ce que je vais raconter. Il y a toujours un tube qui laisse place à un sous-titre en fait. Très bien, et en parlant de ce tube, notamment Macumba, quel effet ça vous fait de l'entendre encore dans certaines soirées ou dans les campings? Est-ce que vous êtes encore heureux? Vous en avez marre peut-être? C'est quoi votre ressenti? Tout d'un coup, on se dit, tiens, cette chanson, c'était l'été 85, l'été 84, j'étais sorti de l'ombre avec un titre qui s'appelait Disparu, qui avait fait numéro 1 des clubs. Alors les clubs à l'époque, aujourd'hui ça ne veut pas dire grand-chose, mais à l'époque, le club c'était un média très spécifique, où il y avait Frank Ghost Hollywood, Dépêche Mode, Jimmy Somerville, enfin tous ces trucs New Wave, toute la disco italienne aussi. Et en fin de compte, j'ai été numéro 1 des clubs, ce qui fait que le titre avait vraiment bien marché. Et je me suis dit, bon, ben là, qu'est-ce que je vais faire après? À la fois, c'est les clubs, mais à la fois, j'ai un côté aussi chanson. Et j'avais pas vraiment d'idée. Et j'avais essayé quelques temps avant J'avais contacté le directeur artistique qui s'appelait Jean Maresca, de Philippe Laville, qui était numéro 1 avec Il tape sur des bambous. Il tape sur des bambous. Et donc j'avais fait une musique un peu latino, et que j'avais essayé de lui placer pour faire des droits d'auteur, et essayer de survivre un peu. Et il l'avait gardé pour l'album, mais il l'a pas enregistré. Ils l'ont pas gardé en fin de compte. Et donc, après Disparu, c'est l'ami avec qui je travaille, qui s'appelle Richard Seff, qui m'a dit, mais tu sais ta chanson là qu'on avait faite pour Philippe Laville, voyons, tu l'as pas sur une cassette, ressort. On la ressort, on la réécoute. Et en fait, dans le taxi qui nous ramenait de la place de la Concorde, c'est-à-dire en 10 minutes, jusqu'à l'aéroport d'Orly, puisque j'habite Toulouse. Avant, il y avait Air Inter. Je me souviens, c'était pas une espèce d'avion pas cher, une sorte d'EasyJet avant la lettre. Et ben,
on a dans cette voiture fini d'écrire cette chanson. Et dès que je suis arrivé à la maison, on a fait un brouillon qui ressemble à ce qu'on entend aujourd'hui pour le faire écouter au producteur. Et 3 mois après, c'était partout, sur toutes les radios, en heavy rotation, on appelle ça. J'entendais des fois 10 fois par jour. Et voilà, et ça a été le début d'un rêve éveillé, parce que tout d'un coup, il y avait eu Ce Disparu qui avait été un vrai succès de club, et après quelque chose de plus généraliste avec Macumba, qui évidemment est toujours là. J'ai eu beaucoup de versions étrangères. C'est le papa des Village People qui s'appelle Henri Bellolo, qui a monté ce groupe aux États-Unis, qui a entendu un jour cette chanson sur Europe 1. Et il m'a contacté et il voulait devenir le sous-éditeur mondial. Et donc j'ai une quarantaine de versions improbables, japonaises, portugaises. Voilà, c'est un peu, quand j'ai un repas, je mets la version chilienne. Non, mais c'est un côté un peu kitsch, drôle, parce que c'est des cumbias. C'est assez drôle, toutes ces versions étrangères que j'ai pu accumuler, je vais avoir une cinquantaine. Après, c'est des pays qui payent ce qu'ils veulent en droit d'auteur. C'est pas ça qui m'a fait vivre, mais c'est quand même chouette de pouvoir avoir des versions qui viennent de l'étranger, comme une sorte de lettre qui vous arrive, tout d'un coup, vous recevez maintenant, c'est des fichiers. Donc quand je fais start, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est la première fois que vous venez dans le cadre des Franco, si je ne me trompe pas. Non, je suis venu plusieurs fois parce que dans les années difficiles, je suis devenu producteur un peu et réalisateur. Et donc j'étais venu, j'avais fait le spectacle de Peyo Serbiel, un basque, et de Philippe Léotard. J'étais venu là et après, Jean-Jacques Goldman m'avait demandé de chanter pour le départ de Jean-Louis Foulquier. Il faisait chanson pour les pieds, lui. Dernière fois qu'il fera de la scène, en fin de compte, et on ne le savait pas. Et ensuite, il fera chanson pour Jean-Louis, avec les chansons de la vie de Jean-Louis. Et Jean-Jacques avait chanté une chanson d'Alain Barrière, Ma vie, et il m'avait demandé de reprendre une chanson de Nougaro. Je le sentais moyennement, j'aimais beaucoup Claude évidemment, mais c'est difficile à chanter pour quelqu'un comme moi qui suis plus pop, moins jazzy. Et j'avais trouvé une bonne idée, j'étais venu avec les copains de Zebda, et on avait monté un groupe qui s'appelait les Zoulous, les Zoulous, et on avait chanté, Camarade, donne-moi ta main camarade. Bidonville, voilà, exactement le titre. Je vous pose cette question-là parce que l'an dernier, il y avait eu Sheila aux Francopholies. Oui. Elle avait dit que monter sur scène, même si on pourrait se dire les Francopholies, c'est un petit peu un festival le plus pour jeunes, etc. Finalement, même des artistes de l'ancienne génération, on va dire 70-80, montent encore sur scène. Peut-être que vous, dans les futures années, si on... j'aimerais bien que Gérard, justement, que j'ai vu tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Star 80 de très particulier. Pour un 14 juillet, par exemple, une fête populaire avec des food trucks. Moi, je vois, on fait beaucoup de festivals, mine de rien. Alors, c'est des gens moins frileux qui le font, parce que c'est vrai qu'on est un peu entre deux mondes, entre de la chanson française à texte, comme il va y avoir ce soir, avec Étienne Dao et Eddie de Pretto, ou des grosses stars internationales comme Sting. Mais on incarne la famille, c'est-à-dire on peut arriver à avoir 3-4 générations qui nous suivent. Moi, je le vois dans les salles, il y a vraiment des toutes petites jeunes filles, après il y a la jolie maman, il y a la grand-mère et la tante, quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça pourrait être une formidable fête populaire autour d'un concept. C'est-à-dire que les années 80, il faut les mettre en scène et en son, et je pense qu'ici, ça serait génial. Donc un Star 80 au Franco, ce serait possible? Moi, ça me paraîtrait un dimanche, un 14 juillet, une garden party, un truc un peu marrant. Parce que nous, on a beaucoup de recul par rapport à ça. On est tous, que ce soit Patrick Hernandez, Émilie Image, Sabrina, on a tous cette fibre quand même populaire, et à la fois on aime beaucoup les gens, on le fait un peu aussi. Moi, je vois des gens dans les aéroports, ils m'arrêtent, surtout n'arrêtez pas, mais à un moment je vais arrêter, il faudra. Donc voilà, je suis un peu entre deux mondes, et c'est vrai qu'un jour faire les francophonies, ça serait bien, et je suis sûr que ça serait un truc formidable. Vous avez été, après votre carrière de chanteur, vous avez été producteur et directeur artistique, notamment vous avez travaillé aux côtés de Françoise Hardy, qui est malheureusement décédée il y a un peu moins d'un mois. Quel souvenir ou quel moment, est-ce que vous auriez éventuellement un moment que vous voudriez peut-être raconter, de souvenirs que vous avez avec cette personne? Il y en a plein, avec Françoise Hardy ou d'autres? En particulier, oui. Françoise, c'est marrant parce on s'est beaucoup écrit par mail. Elle préférait ça, je crois qu'elle avait des problèmes de locution aussi au téléphone, d'après ce que j'ai compris. Et on s'est envoyé pas mal de mails. Quand elle a écrit un livre, elle se souvenait plus si elle était venue chez moi à Toulouse, etc. Il y avait un brouhaha un peu dans sa tête. Et en fait, je me souviens de journées passées chez elle, rue Allée. Elle habitait vers la place d'Italie, une maison toute noire. C'est vrai que, comme à l'époque de Paco Rabanne, les murs étaient noirs, etc. Et souvent, c'était drôle parce que j'arrivais vers les 16h, elle me dit « Faites pas de bruit, il y a Jacques qui dort. » Et c'était quand même 16h30.
c'est assez drôle, voilà. C'est des souvenirs comme ça où on se mettait à travailler. On a fait 2-3 chansons ensemble et c'était vraiment bien. C'est une grande auteure. C'est quelqu'un qui sait mettre en abîme tous les soucis du cœur. C'est le discours du fragment amoureux, elle. Et elle est très très forte là-dessus. Et par exemple, en résumé, en conclusion, qu'elle a appris que je divorçais, elle m'a fait passer ce texte avec Jean-Noël Chaléa. Et rien que le texte, c'est ça, elle parle pas beaucoup, elle sourit et c'est tout. C'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un a envie de vous quitter. Et c'était incroyable d'avoir cette chanson à chanter un jour. Après, elle l'a repris, elle, et donc du coup, on a fait cette collaboration, résumé en conclusion, qui a été un vrai succès par mois dans les clubs, une nouvelle fois. Parce qu'à la même époque, Jimmy Somerville avait Comment te dire adieu. Donc les DJ, ça leur faisait une espèce de petite série autour de Françoise. Et donc on a été numéro 1 des clubs, ce qui est quand même une jolie performance en 92, où il n'y avait plus aucun Français qui passait de nulle part. Donc c'était pas mal quand même. Ouais, on allait plus vers le rock britannique. Oui, voilà. Ou quoi. Petite dernière question, quel regard vous portez sur la nouvelle génération d'artistes qui émergent, ou éventuellement, mais je pense aux artistes toulousains que vous connaissez peut-être sûrement, Big Flo et Oli. C'est mes voisins, ils habitent pas loin. Est-ce que vous avez, ou alors éventuellement, est-ce que vous avez des artistes nouveaux qui viennent d'émerger, que vous écoutez régulièrement? Oui, moi j'écoute beaucoup de nouvelles musiques. Tu parles de Big Flo et Oli. J'ai vu leur concert au Stadium de Toulouse, ils m'avaient invité. Franchement, j'avais déjà vu sur France, parce que je tourne en même temps qu'eux, grosso modo, qu'ils ont fait les Zéniths. Et j'avais vu leur concert sur France Télévisions. J'ai trouvé ça waouh, parce que c'est quand même 2 prix de conservatoire, lui à la trompette et l'autre à la batterie. C'est 2 très grands musiciens qui évidemment ont le langage et le verbe d'aujourd'hui, fans de Nougaro, alors eux, vraiment ils sont du coup eux très Nougaro, et franchement c'est formidable. Moi je suis allé au Stadium, là, j'ai vraiment pris la claque. En plus ils ont fait un quart d'heure toulousain avec toute la vague des Zebda, de KDD avec Dadou, enfin tous les vieux rappeurs de la Funky Family, Don Choa qui était de Toulouse au début. Et c'était assez génial, des petits bouts, 2 minutes chacun, clac-clac avec eux. C'était des duos incroyables. Donc c'est des gens, je trouve, qui entreprennent beaucoup. Ils ont monté une marque de vêtements. En fait, c'est les gens d'aujourd'hui, quoi. Nous, les années 80, on n'était pas du tout trop entrepreneurs. On était plutôt, ouais, c'est marrant, hein, c'est pas du tout la même génération. Et le streaming peut-être a amené ça, j'en sais rien. Alors quel regard je pars sur la nouvelle génération? Je me fais beaucoup de soucis parce que je me demande si aujourd'hui un musicien a la chance de vivre de sa passion et de son métier. J'espère que oui. Est-ce que le streaming leur amène des réponses? Ça, j'en sais rien. Moi, je suis dans toutes les playlists festives. Donc évidemment, au niveau des droits d'auteur, je m'y retrouve. Mais est-ce que cette jeune génération qui a du mal à émerger arrive à vivre de leur métier? Je ne connais pas assez de jeunes musiciens aujourd'hui, en tout cas qui font ça pour savoir. C'est vrai que ça pose le problème aujourd'hui de la propriété intellectuelle avec l'intelligence artificielle qui arrive. Ça sera un des gros chantiers, je crois, de la ministre de la Culture au futur, sûrement, et de la SACEM, l'intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus de place. On le voit, je me suis amusé à composer des morceaux avec l'intelligence artificielle, en anglais avec Patrick Hernandez, pour ne pas le citer. Ben, c'est vachement bien. Hein. Donc il y a quand même il va falloir quand même y réfléchir. Petite dernière question sur Star 80. Vous partez encore en tournée, j'ai vu, vous avez plusieurs dates pour l'année prochaine aussi. Oui, alors on repart en Star 80, repartira à l'automne 2024 pour une 30aine de dates. Le plus près, je crois qu'ici, ça sera Bordeaux si on le refait, mais j'ai pas regardé trop. 2025, il n'y aura rien. Ok. On a décidé de faire un break pour fêter les 20 ans de la tournée en 2026. La tournée des 20 ans. Est-ce que c'est la dernière? J'en sais rien. Mais en tout cas, les fans vous attendent, j'imagine, oui, pour ces 20 ans. C'est bien aussi qu'à un moment donné, on se dit